Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager mon échange avec Franck Guéraud, cofondateur et dirigeant d'Arcure, entreprise ultra innovante qui développe des solutions pour renforcer l'autonomie des engins pour l'industrie. Franck revient sur son parcours qui l'a conduit d'ingénieur dans l'industrie aérospatiale et de défense à créer Arcure en 2009. Arcure a créé un produit, le système de détection Blackster, issu d'une technologie unique au monde à base de machine learning et deep learning qui permet à leurs clients industriels de rendre leurs engins industriels, tels que les chariots élévateurs, plus autonomes et plus sûrs. Franck partage avec nous les ambitions d'Arcure, qui l'a amené à coter son entreprise en bourse et à s'installer aux États-Unis pour développer le marché américain. Bonne écoute! Bonjour et merci Franck d'accepter de passer ce petit moment avec moi. Bonjour, merci à vous. Franck, la première question qu'on pose à nos invités, c'est de faire le fameux pitch. Est-ce que tu pourrais du coup nous présenter Arcure en quelques mots? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors Arcure, c'est une société industrielle qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle et donc qui fait un produit en particulier qu'on appelle le Blackster, qui est un système de détection de piétons qui s'installe sur des véhicules de chantier ou des chariots élévateurs et qui permet d'éviter les collisions entre les piétons et puis ces grosses machines qui évoluent dans le milieu industriel en utilisant justement notre technologie d'intelligence artificielle. Voilà. C'est une société qui a 12 ans, qu'on a créée autour d'une technologie française issue du CEA et qui aujourd'hui donc pèse un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est présente à l'export dans une trentaine de pays. Nos territoires géographiques principaux, c'est France, Allemagne et États-Unis. Voilà. Et la société est basée où en France, historiquement? Alors historiquement, on est en Île-de-France. On a tout le temps été en Île-de-France. On a fondé la société à Saclay au départ, voilà, parce que c'était un petit peu le cœur historique avec le partenariat CEA. Et puis on s'est déplacé au centre de Paris, le 13e, le 14e. Et maintenant, le siège est à Pantin, juste à la porte de Pantin, donc à 5 mètres de Paris. Voilà. D'accord, bon, parfait. Maintenant, Franck, j'aimerais qu'on parle un peu de toi, qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à créer Arcure dans ton parcours? Alors, moi, je suis un provincial déjà. Je suis né à Béziers. J'ai fait des études d'ingénieur, donc c'est un parcours classique en France, puisque j'étais bon en maths. Donc, mes profs m'ont dit, il faut que tu fasses ingénieur. Donc, j'ai fait une prépa, maths sup, maths spé à Montpellier, et puis une école d'ingénieur en aéronautique à Toulouse, qui s'appelle l'ENAC. Donc, il y a une école qui est centrée sur comment on construit un avion et comment on l'exploite ensuite, voilà, avec tout un savoir-faire, notamment en intelligence artificielle. Donc c'est un peu là que j'ai découvert l'intelligence artificielle, c'est dans mes études d'ingénieur à l'ENAC. Ensuite, donc après mes études, j'ai travaillé dans différents postes dans l'industrie. J'ai travaillé un petit peu en Guyane. J'ai fait mon service national en Guyane, suivi de 3 ans chez Ariane Espace, donc qui est l'opérateur du lanceur spatial Ariane. Donc là, je m'occupais de pilotage guidage. Donc c'est un job à la fois technique et managérial. Et puis j'ai travaillé sur les nouvelles générations du lanceur Ariane 5. Donc ça, c'est là que j'ai appris un petit peu les métiers de l'ingénieur et puis l'exigence qualité, puisque sur le programme Ariane, il y a une exigence qualité extrême. C'est vraiment on n'a pas le droit à l'erreur. Quand on lance une Ariane, il y a des satellites à bord qui coûtent très très cher et qui représentent des enjeux non seulement financiers, mais de calendrier pour les opérateurs de télécom. Donc il y a un soin particulier qui est apporté. Et donc c'est là que j'ai appris le métier industriel, la qualité, l'exigence, les process, l'efficacité. Faut savoir, c'est pas très connu en France, mais le lanceur Ariane, c'est un lanceur qui est très efficace du point de vue opérationnel. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on lançait une Ariane 5 en 6 semaines, 6 à 8 semaines, là où il fallait 6 mois pour lancer un lanceur classique américain. Donc il y avait une excellence opérationnelle. Bon, depuis, il s'est passé pas mal de choses. Le secteur privé est rentré très fort aux États-Unis. Le fameux Elon est arrivé. Voilà, Elon est arrivé et bon, voilà, il y a eu un effet de surprise parce qu'il est arrivé très vite et donc maintenant l'Europe a besoin de se reconfigurer. Je pense que l'Europe a tout à fait la capacité de faire des lanceurs
aussi efficace que la Falcon 9 et avec l'avantage d'une base de lancement sur l'équateur, tout près de l'équateur à Kourou. Donc, si l'Europe sait s'organiser, j'ai aucun doute sur le fait qu'elle saura relever le défi, mais il faut pas trop attendre. Voilà, faut juste pas trop attendre. Et est-ce que tu avais une passion pour l'aéronautique dès le départ ou pour l'industrie, ou c'est juste au fur et à mesure des études que tu te suis orienté par là ou... Oui, j'avais un peu une passion pour le spatial, on va dire. Donc voilà, parce que je m'intéresse, on va dire, au secteur spatial, pas seulement aux lanceurs, mais bon voilà, aux découvertes du spatial, aux galaxies, etc. Voilà, j'ai toujours été un observateur du ciel aussi, donc il y avait cette petite passion, et puis ça s'est affirmé en étant quand même à l'ENAC, où j'ai appris le pilotage aussi. Donc voilà, quand ça devient concret, quand on pilote des avions, je pense qu'on approfondit cette passion et ça devient quelque chose de réel. C'est pas juste quelque chose qui est un mythe, ça devient concret avec les mécaniques du vol, avec toutes les techniques de pilotage, avec la propulsion. Voilà. Donc c'est devenu hyper concret pendant mes études à l'ENAC. Et l'ENAC, ça permet d'explorer tous les secteurs, c'est-à-dire qu'on explore la propulsion, on explore l'aérodynamique, l'électronique embarquée. Bon, moi, c'était beaucoup l'informatique, puisqu'à l'époque, ça devenait incontournable, l'informatique, dans l'aéronautique. Donc, voilà, mes études à l'ENAC, elles étaient très centrées sur l'informatique embarquée à l'époque, et donc notamment sur l'intelligence artificielle. Donc oui, ça part d'une passion au départ, mais après, on peut pas nier quand même qu'une trajectoire professionnelle, c'est fait d'opportunités et d'aléas. Et donc, les opportunités, ça a été bon, rentrer à l'ENAC parce que j'ai réussi le concours pour rentrer à l'ENAC. Ça a été le pilotage. J'ai fait le choix de passer mon brevet de pilote. Ça a été ensuite le départ en Guyane parce que quand on est à l'ENAC, on a l'opportunité de faire donc des volontariats à l'aide technique, hein. Donc ça ouvre des postes en Outre-mer. Et donc moi, j'ai choisi la Guyane, que personne ne voulait. Ça avait une mauvaise réputation, mais moi, Ah ça bon? me plaisait bien. Et oui, parce que la Guyane, il y a des araignées, il y a des serpents. Alors Ah, d'accord. les gens, ils Pour n'aiment les pas trop conditions, aller d'accord, là-bas. d'accord. Voilà. Bon, moi, j'ai choisi la Guyane et je suis ravi d'avoir choisi la Guyane. Et donc, du coup, ça a été la découverte du programme spatial européen en étant sur place à Kourou. Et j'ai enchaîné, après mon vataria, j'ai enchaîné directement par un poste chez Ariane Espace. Et là aussi, il y a une part de chance, hein, parce qu'à l'époque, c'était une société très populaire, Ariane Espace, donc il y avait beaucoup de compétition pour y rentrer. Et j'ai fait les bonnes rencontres voilà, lors du processus de recrutement. Donc j'ai pu rentrer voilà, dans cette boîte qui reste une boîte extraordinaire, hein. C'est vraiment génial. Et du coup, après Ariane, tu as lancé Arcure directement ou tu as eu d'autres expériences avant J'ai de... fait 9 ans chez Safran après Ariane, hein. Donc j'ai quitté Ariane Espace parce qu'au niveau qualité de vie, au bout d'un moment, c'est quand même assez compliqué de passer sa vie entre Paris et Kourou. Donc j'ai fait ce choix de rentrer dans ce qui s'appelait Sagem au moment où j'y suis rentré, puis qui a été absorbé. Donc là, j'ai fait pas mal de choses, hein. 9 ans, c'est quand même assez long. Donc j'ai fait des achats, j'ai travaillé donc notamment sur le programme 2ASM, qui est un programme de missiles air-sol, qui maintenant est un grand succès pour l'armée française. Et c'est là que j'ai rencontré mon associé Patrick Mansuy. On s'est rencontrés sur ce programme 2ASM. Donc moi, j'étais responsable des partenariats industriels et lui, il était responsable des essais en vol du missile. Donc on a travaillé ensemble pas mal d'années sur ce programme-là. Bon, après, on a eu notre trajectoire chacun au sein du groupe Safran. Moi, après cet épisode aux achats, j'ai fait un MBA à l'INSEAD. Donc je me suis absenté pendant une grosse année de Safran. Et ensuite, et du coup, d'ailleurs, la fusion avec Snecma a eu lieu pendant que je faisais mon MBA. J'étais à Singapour, j'ai appris ça en regardant la télé un beau matin, en Ah, regardant les news. J'ai et appris que là, ma on est à quelle boîte, période? Là, c'est vers 2005, c'est ça? Aux alentours? voilà, oui, oui, c'est ça. La fusion a eu lieu en 2004-2005. Et donc, du coup, ça m'a ouvert une opportunité, parce que quand je suis rentré de mon MBA, il y avait besoin de faire du planning stratégique. Voilà, il fallait un peu fusionner les cultures entre les deux groupes. Et donc, je suis rentré comme directeur du planning stratégique de Sagem Défense Sécurité à ce moment-là. Donc, ça a été une découverte d'un tout nouvel univers, la stratégie, les fonctions de direction générale, le M&A. J'ai fait des fusions-acquisitions, plusieurs opérations de fusion-acquisition quand j'étais à la stratégie. Voilà, j'ai
découvert vraiment la finance corporate en profondeur, très en profondeur, puisque quand on fait du planning stratégique, on fait aussi les plans à moyen terme, on projette les données financières. Donc c'était bien parce que le MBA, ça restait très théorique, hein. J'ai découvert la finance et la stratégie dans le MBA. Et là, j'ai eu l'occasion de mettre en pratique immédiatement dans un cas concret, très industriel, avec des investissements de long terme, avec des projets multiples, du multisite. Ton projet de MBA, est-ce que c'était pour toi dans la vision de dire tu étais passé par la prod en tant qu'ingénieur ou la conception et tu voulais avoir une vision plus direction générale, donc tu as fait le MBA pour ça et après ça t'a permis de l'appliquer chez Safran? C'était un peu ça ton idée ou? C'était ça et aussi l'ambition entrepreneuriale, hein. C'était les 2 motivations. Ah, donc C'est-à-dire tu avais que déjà le OK. oui, j'avais ça, bon, en fait, moi, j'ai une ambition entrepreneuriale depuis très, très longtemps, hein, même, avant, quand j'étais enfant, hein, parce qu'il y a des entrepreneurs dans ma famille, hein. La moitié de ma famille, est constituée d'entrepreneurs. Donc forcément, je pense que ça a influencé, mes choix et mes goûts et donc de toute façon, j'avais l'idée d'être entrepreneur depuis très longtemps. Par contre, cette idée elle est devenue très compliquée à mettre en œuvre à partir du moment où je suis devenu ingénieur dans l'industrie. Parce qu'un poste de salarié, c'est extrêmement confortable. On a une grande sécurité et donc finalement, c'est devenu moins évident une fois que j'étais en poste et j'avais beaucoup d'insécurité par rapport à tout ce que je maîtrisais pas dans l'entreprise, donc tout ce qui est la finance, la comptabilité, la stratégie. Donc le MBA, c'est vraiment, parfait pour ça parce que ça permet de découvrir tout le reste, tout le fonctionnement, tous les rouages d'une entreprise, la finance, la comptabilité, la stratégie, le marketing, la vente, tout un tas de choses, qu'en tant qu'ingénieur, je ne voyais jamais. Donc ça m'a donné beaucoup de confort pour me dire: «Bah oui, si un jour je dois créer ma boîte, je sais, vraiment par où commencer, je sais quelles questions me poser, je sais comment y aller». Donc c'était ça aussi, le MBA, c'était prendre des responsabilités dans un autre domaine et gagner en sécurité vis-à-vis d'un futur projet de création d'entreprise, voilà. Mais qui finalement a mis du temps à venir, hein, puisque j'ai passé post-MBA, j'ai passé, au moins 5 années, encore dans le groupe Safran avant de vraiment me lancer. Et justement, est-ce que tu avais déjà commencé à avoir eu l'idée d'Arcure à ce moment-là? Enfin, quel était le cheminement pour, du coup, pour aboutir à la création d'Arcure et du coup, à quel âge tu t'es lancé? Donc l'idée, c'est toujours un peu erratique, hein, pour arriver jusqu'à la création de l'entreprise, mais on a commencé avec mon associé à parler de ça en 2007, alors qu'on a créé la boîte à la toute fin de l'année 2009. Donc il y a eu 2 années et demie de gestation pour, un petit peu regarder, ce qui se faisait. Notre ambition, c'était de faire une boîte industrielle. On a toujours eu, voilà, on voulait pas faire des pizzas, on voulait pas faire, une entreprise dans le service. On voulait faire de l'industrie parce que c'est ce qu'on avait appris, c'est ce qu'on savait faire, c'est ce qui nous plaisait. Donc il y avait 2 composantes importantes, l'industrie, et la technologie et puis, l'international. Voilà, c'était les 2 composantes qu'on voulait dans notre boîte. Donc on a cherché un projet autour de technologies émergentes et donc comme à ce moment-là, tous les 2 on était parce que moi j'avais quitté la stratégie, j'étais passé côté business, donc je gérais une business unit, qui faisait des viseurs, pour hélicoptères. Donc les notions d'optique, de vision, d'optronique, de traitement d'image, voilà, je baignais un petit peu dedans et Patrick m'avait rejoint sur ces programmes-là aussi, côté, sous-marin. Donc on baignait un petit peu quand même dans les sujets d'optique, de traitement d'image, de vision. Même si c'était appliqué au domaine militaire, voilà, c'est des technologies, avec lesquelles on était en contact depuis plusieurs années et donc à partir de 2007, on a commencé à regarder ce qu'on pouvait faire, dans un secteur industriel pour utiliser le même genre de technologie. Donc, il y a eu quand même tout un cheminement, c'est-à-dire le projet initial d'Arcure n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on a fait au final. On voulait faire, nous, au départ, des lunettes de réalité augmentée pour, les opérations de maintenance aéronautique, pour toutes les opérations de maintenance, un peu sophistiquées où il y a des procédures et donc, voilà, on avait travaillé, déjà à l'époque avec le CEA d'ailleurs, sur, des projets, où on utilisait de la réalité augmentée donc ce qu'on appelle en 6 roues, c'est-à-dire qu'en fait, c'est avec des lunettes, c'est pas avec de la vidéo, hein, c'est des lunettes qui permettent de voir réellement l'objet sur lequel on travaille, mais sur lesquelles on vient projeter en surimpression une image, virtuelle en plus. Donc par exemple, l'exemple typique, c'est, la maintenance d'un moteur d'avion.
En général, c'est des procédures assez complexes et assez normées. Et donc, l'outil sur lequel on travaillait, il permettait à l'opérateur qui fait ces opérations d'avoir des lunettes et puis, toute la procédure venait se projeter, en fait, sur le moteur directement pour lui, pour l'aider à saisir la bonne pièce, utiliser le bon outil, dérouler la bonne procédure. Bon voilà, c'était ça un peu le projet d'origine. On l'a lancé, on avait 2 partenaires à l'époque, je pense que je peux dire les noms, c'était Dassault et Thales. C'était en 2008 et en 2009, avec la crise, qui est arrivée, très brutalement, les 2 projets ont été arrêtés net. En l'espace de 2 semaines, on a perdu ces 2 clients de lancement. Donc on n'a pas lancé la boîte, en fait. C'était au tout début de l'année 2009 et donc du coup, on s'est reposé la question avec Patrick: «Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on reste au chaud chez Safran? Est-ce qu'on lance sur autre chose?» Et puis on a rediscuté avec le CEA et le CEA a un petit peu ouvert tous ses cartons et sur des technologies, similaires, ils avaient, un projet dans l'IA, dans l'intelligence artificielle, de détection de piétons, qui avait été, un petit peu abandonné parce qu'ils voulaient utiliser l'intelligence artificielle pour détecter des piétons, autour des voitures, hein, chose qui aujourd'hui est devenue un grand classique. Mais à l'époque, ça avait été abandonné par les industriels français avec lesquels ils avaient travaillé. Donc ils nous ont dit, ben, on a cette techno-là qui est dans des cartons, personne s'en sert. Si elle vous intéresse, on vous la vend, on vous la licencie et puis on la développe avec vous. Et donc voilà, donc on a creusé le sujet, on a fait des protos, on a convaincu un premier client de lancement qui était Colas à l'époque, et puis un institut français qui s'appelle l'INRS, qui est l'organisme expert de l'assurance maladie en France. Et on a lancé comme ça l'aventure Arcure. On a incorporé la société, on a déposé le statut de la société à la fin de l'année 2009 et on a lancé le développement de ce produit Blackster à partir de là. Voilà. Et est-ce que toi et ton associé, vous avez tout de suite vu le potentiel à partir du moment où le CEA vous a parlé de cette technologie de détection? Est-ce que vous vous êtes tout de suite dit: «Ah mais il y a vraiment une application dans l'industrie» ou est-ce que vous avez eu besoin de faire, des études de marché et autres ou ça vous est venu comme une évidence? Alors, il y avait une évidence dès qu'on parlait avec des gens comme Colas, justement, ou Eurovia, le groupe Vinci, parce qu'au début, on faisait que du travaux public, hein, maintenant, c'est devenu minoritaire dans le chiffre d'affaires. Mais dans le travaux public, à l'époque, les gens nous disaient: «Si vous avez une solution, vous êtes sûr de la vendre parce que quand même, on écrase des gens tous les ans et donc il y a vraiment un besoin autour de machines comme des pelles, les chargeuses, les balayeuses, sur la construction routière, les compacteurs. Il y a vraiment des choses à faire, donc si vous avez une solution, ça va se vendre». Donc il y avait alors que bon, nous, on n'était pas familiers du milieu des travaux publics quand même, hein, donc il y avait besoin d'écouter les gens, mais donc il y avait ce retour très, très favorable, notamment autour des premiers essais qui ont été faits avec des preuves de concept. Et puis, on a quand même déroulé une étude de marché, donc qui montrait qu'il y avait vraiment un besoin. Bon, après, de toute façon, il y a quand même une part de risque, donc il faut se lancer, hein. Les risques, ils étaient considérables. Quand j'y repense, il y avait la taille du marché était quand même pas super connue. La volonté de payer n'était pas très claire. Le coût de production qu'on allait obtenir, alors là, pour le coup, c'était complètement, on peut dire, inconnu parce que les puissances de calcul requises, les qualités d'image requises, tout ce qui fait les cost drivers de notre produit, on les connaissait, je dirais, avec un coef 2 ou 3, quoi. Une approximation sur, sur le prix de coût de production qui était délirante en réalité. Donc, quand on lance un projet comme ça, au départ, le niveau de risque, il est maximum. Il est vraiment énorme. Mais on se lance. On se lance parce qu'on est un peu fou et parce qu'il faut pas trop réfléchir non plus. Et puis finalement, c'est en marchant, c'est en faisant les choses qu'on arrive à sortir un premier proto qui a son coût de prod, qu'on vend à un certain prix, qui trouve ses clients et puis voilà et on avance comme ça pas à pas donc entre le premier produit qu'on a sorti et ce qu'on fait aujourd'hui, le coût de prod, ben, on l'a dû le diviser par 10 à peu près et le prix de vente, on a dû le diviser par 2. Donc ce qui fait qu'entre temps, ben, ça permet de gagner des marges, ça permet de faire vivre un écosystème et on finit par y arriver. Mais c'est difficile de dérouler strictement le business plan qu'on avait au départ. Du coup, vous les fabriquez vous-même ou c'est sous-traité à un spécialiste? Alors on fabrique nous-mêmes, après les opérateurs sur la ligne de production, ce sont des sous-traitants, hein, mais le produit, c'est de notre propre design, hein. On a le plan, on possède le plan des cartes, le plan du hardware, intégralement.
bien sûr le logiciel c'est le nôtre. Et après, en fait, on maîtrise aussi la chaîne de fabrication, c'est-à-dire que les acheteurs, la qualité, la supply chain, tout ça, les installateurs, tout ça, ce sont des personnels Arcure, hein. Ce qui n'est pas du personnel Arcure, ce sont les opérateurs directement sur les postes de travail. Ça, on le sous-traite parce qu'il y a un savoir-faire particulier pour souder des connecteurs, pour faire du montage. Donc, on n'a pas spécialement eu envie de faire ça pour plusieurs raisons. D'abord, on n'a pas envie de faire des investissements dans ces domaines-là. On préfère investir dans la R&D pour avoir toujours le meilleur produit. Et puis, pour une question donc de capacité de croissance, scalabilité, comme on dit, vu qu'on a quand même des croissances annuelles assez fortes, on voulait quand même se donner des marges de manœuvre pour pouvoir grandir vite et ne pas avoir à être dépendant de recrutement et d'investissement pour pouvoir grandir vite. Il y a 2 questions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est, est-ce qu'il y avait déjà des systèmes plus ou moins concurrents sur le marché? Et la deuxième, c'est du coup, bah, après les premiers tests avec, Colas et l'INRS, comment ça s'est déroulé après? Est-ce que ça a vite accéléré ou est-ce qu'il a fallu un peu se retrousser les manches pour trouver, plusieurs clients? Alors, au moment où on a lancé, il y avait une solution concurrente qui est morte entre-temps, hein, et qui était basée sur la mauvaise technologie. C'est-à-dire, c'était une technologie dérivée de la vidéosurveillance. C'est une société qui s'appelait KPG à l'époque, hein, je me rappelle bien. Et on a un peu venu marcher sur leur plate-bande, mais on avait fait un choix technologique radicalement différent. C'est-à-dire, nous, on reconnaissait les piétons par reconnaissance morphologique, donc par des algorithmes d'IA. Eux, ils utilisaient des algorithmes de la vidéosurveillance et donc ça marchait pas parce que dès que le véhicule se mettait en marche, il y avait plein de fausses alarmes. Ils n'avaient pas fait les bons choix technologiques. Et c'est la seule chose qu'on voyait, je dirais, dans le panorama concurrentiel. Donc ça, c'est quand même un avantage, c'est que depuis le début, depuis les 12 ans d'existence d'Arcure, on est quand même toujours un peu seul. Alors là, ça fait 4-5 ans qu'on voit des startups qui essaient de faire la même chose, mais comme ils n'ont pas du tout pris conscience des investissements, des millions d'euros qu'il fallait mettre sur la table pour faire un produit qui marche bien, pour l'instant, ils ne font pas beaucoup d'ombre parce qu'ils ont des produits qui ne marchent pas. Après, ça peut venir dans le futur, on pourra s'en reparler. Donc après, pour ce qui concerne l'adoption par les clients, non, ça a été un long chemin, hein. C'est vraiment pas été facile parce qu'au début, on vendait un produit qui était très cher, parce que c'est des industries qui n'ont pas forcément l'habitude d'investir beaucoup dans la sécurité. Donc il a fallu faire ce qu'on appelle nous l'évangélisation du marché. L'avantage, c'est qu'on l'a commencé à l'export tout de suite. Alors, dès la première année, on vendait à l'export et on n'a jamais arrêté d'avoir une activité à l'export. On a commencé avec la Belgique, la Grande-Bretagne. Assez vite, on est allé en Allemagne. Assez vite, on est allé aux États-Unis. Et donc l'export, c'est ce qui fait que on a été quand même résilient face à toutes les secousses. Quand il y a eu un énorme trou d'air à partir de 2009, entre 2009 et 2013, sur le secteur des travaux publics en France, on avait des relais de croissance en Grande-Bretagne avec des grands projets autour de Londres qui ont fait qu'on a fait des volumes importants dans ce pays-là. Donc il y a toujours eu, grâce à l'international, des relais de croissance qui nous ont permis de garder un bon niveau de chiffre d'affaires. Mais après, la croissance, elle est lente, hein. C'est-à-dire que, alors je ne saurais pas calculer, mais on fait des croissances entre 30 et 50% en fonction des années, mais il y a des années de stagnation aussi, notamment l'année de la pandémie. Du coup, l'international, c'était un choix délibéré de votre part dès le départ? Oui, c'était un choix délibéré. Avec Patrick, on baigne dans une culture internationale depuis toujours, hein. Nous, on a toujours travaillé sur des programmes internationaux en Europe ou même plus largement. Pour nous, c'est un réflexe, c'est-à-dire quand on fait un produit industriel et déjà on y applique des normes internationales en termes de qualité, des normes ISO, et on va essayer de le vendre partout dans le monde. Voilà, c'est un réflexe qu'on a eu dès le départ. Et on s'est partagé un peu le monde, hein. Au début, c'était nous les vendeurs, hein. Donc lui, il faisait l'Allemagne, le Japon, moi je faisais la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et on a fonctionné comme ça dès le début. Alors l'avantage qu'on a en France, c'est qu'on a des grands groupes qui fonctionnent très bien à l'international. Donc on est quand même parti un petit peu dans la valise de Vinci notamment, ou de Bouygues sur leurs grands chantiers à l'international. Et ça aussi, ça nous a aidé à faire des volumes d'emblée vers ces pays. Hong Kong, la Grande-Bretagne, Australie, voilà, c'est comme ça qu'on l'a fait. Et vous avez marché comment? Vous avez trouvé directement des distributeurs sur place? Vous avez eu le choix d'ouvrir des bureaux? On a travaillé beaucoup avec des distributeurs. En fait, ça dépend des pays, hein, mais quand vous êtes à Hong Kong ou en Australie, c'est forcément avec des distributeurs. La Grande-Bretagne, on l'a adressé en direct. Allemagne aussi. Et les États-Unis, on a commencé avec des distributeurs. On a eu beaucoup d'échecs et jusqu'à ce qu'on décide d'ouvrir notre filiale. Et donc, on a ouvert la filiale en 2019 aux États-Unis.
Et maintenant, ça décolle très très fort, les États-Unis. En 2022, ça a pris 3 ans. C'est toujours intéressant d'avoir un recul sur les entreprises françaises de ta taille qui s'installent notamment aux États-Unis. Où finalement, on se rend compte que ça prend quand même peut-être un peu de temps, non, avant de s'installer et vraiment voir la croissance qui arrive. Il faut le temps de prendre ses marques, de comprendre le marché local. Oui, oui, les États-Unis, c'est un piège, hein, il faut faire attention, hein. C'est un marché hyper intéressant parce que le volume est énorme, c'est un marché très homogène. La volonté de payer, en général, est beaucoup plus importante qu'en Europe, donc ça, c'est bien, ça, c'est le positif. La difficulté, c'est que ça prend toujours plus de temps que ce qu'on pense, au début. Ça coûte, en général, 2 fois plus cher que ce qu'on avait prévu. Parce que ce qu'on n'anticipe pas, c'est qu'aux États-Unis, tout coûte le double, hein. Les gens, ne savent pas forcément ça en Europe, mais à part, les voitures, l'essence, sinon tout coûte le double aux États-Unis. Donc il faut bien le prévoir dans son business plan et effectivement, il faut se dire qu'il va falloir 4 ans pour vraiment percer et arriver à un équilibre financier, raisonnable. Voilà, ça doit être la norme. Après, j'imagine que dans le B2C, c'est peut-être plus rapide, hein. Moi, je parle là du secteur industriel qui est celui dans lequel on est et que je connais. Peut-être que si on rentre sur un secteur, B2C, ça va plus vite, hein. Mais dans l'industrie, voilà, le temps d'adoption, d'un produit comme le nôtre, dans tous les cas, de toute façon, il y a, entre le moment où vous parlez à un client, le moment où la vente se fait, il se passe, 3-4 mois. Entre le moment où cette première vente se fait et où le client décide de généraliser la solution, il se passe 6, 12, 18 mois. Donc on voit Mmh. que, pour commencer à générer des volumes, significatifs, de toute façon, il faut 2 ans, minimum et 3 ans pour, stabiliser une équipe aussi. Parce que la partie recrutement aux États-Unis, on part de la feuille blanche, quoi. On croit qu'on s'est recruté parce qu'on a fait des recrutements, en France et en Grande-Bretagne, parce qu'on parle anglais, mais non, en fait, comme c'est une culture complètement différente, on se prend tous les murs au départ. On recrute les mauvaises personnes, on prend le mauvais recruteur, on prend le mauvais avocat, on prend le mauvais comptable, et puis après, petit à petit, on apprend, on vire tous ces gens-là et on repart. Mais entre-temps, on a appris. C'est ça qui est intéressant. Tu n'es pas le premier à me dire ça. C'est vrai que la partie recrutement, c'est un point souvent qu'on prend pas conscience quand on va s'installer aux États-Unis. Un point qui peut être critique si on ne fait pas attention. Oui, 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 parce qu'on passe des entretiens, on évalue les gens en fonction de critères qui sont pas forcément les bons. Et puis, bon, voilà, lors de l'entretien, on se fait avoir. Les gens sont capables de se survendre, voilà, de pas être super sincères. Et puis, les compétences qu'il faut attendre d'un vendeur aux États-Unis sont pas celles qu'il faut attendre d'un vendeur en France. Donc, du coup, on va peut-être avoir tendance à juger les gens sur les mauvais critères aussi. Et puis, finalement, ils vont pas délivrer la performance attendue. Donc, bon, voilà, hein, c'est ce que je dis. Globalement, moi, depuis l'ouverture de la filiale, donc moi, je suis basé aux États-Unis, hein, j'ai monté la filiale et j'y suis resté. La filiale est basée où d'ailleurs? Alors, on a le siège à Chicago, mais bon, l'activité, elle est répartie sur l'ensemble du territoire, puisqu'il faut vendre partout, hein. Donc, j'ai mis des vendeurs un peu partout sur le territoire, aux États-Unis. Aujourd'hui, on est une équipe de 8 personnes, hein, aux États-Unis. Et finalement, à Chicago, il reste juste le siège social avec notre responsable administratif. Mais après, toute l'équipe est répartie, sur l'ensemble du territoire pour avoir une bonne couverture. Effectivement, au départ, voilà, on arrive, on recrute, on utilise les mêmes réflexes qu'on a en France, mais finalement, comme, les compétences, disponibles sont de nature très différente, finalement, on se trompe, hein. Ce qui compte, c'est d'être très réaliste et de pas persister dans l'erreur trop longtemps. Et sur l'équipe d'origine, moi, il me reste qu'une personne, en fait, voilà. Tous les autres ont été remplacés, en fait. C'est intéressant d'avoir ce point de vue. On se rend compte que on peut pas y aller sur un coup de tête. Il faut vraiment quand même préparer et être prêt, comme tu dis, à réagir vite, quoi. Ouais, il faut être prêt, il faut trouver les bons partenaires tout de suite. Pas facile, ça non plus, pas facile. Il y a plein de pièges sur les partenaires. Donc nous, on a fait comme beaucoup d'entrepreneurs français, hein, que je fréquente, hein. Tout le monde, est passé un peu par les mêmes étapes, hein. C'est-à-dire ils ont utilisé le mauvais comptable, le mauvais avocat, et puis après ils finissent par trouver le bon, hein, mais il faut y être. Alors si on a du temps, l'idéal c'est de commencer, pas trop fort pendant une année, comme ça on essuie les plâtres sur tout un tas de sujets. Et puis après, on déroule, de façon beaucoup plus puissante. Mais ça veut dire qu'on se donne 1 an pour ça. Alors c'est faisable, hein, il y a tout un tas d'entreprises qui sont sûrement capables. Nous, on avait levé des fonds en bourse pour, rentrer sur le marché américain, donc on n'avait pas beaucoup de temps devant nous, il fallait qu'on aille assez vite. Voilà, on a mis des moyens importants dès la première année. Et l'autre facteur de succès qui est, à mon avis, incontournable, c'est qu'il faut qu'il y ait un des dirigeants qui aille aux États-Unis, qui s'installe pour au moins 5 ans
pour réussir cette implantation, hein. À la fois parce que c'est la personne la mieux armée pour bien comprendre le fonctionnement avec la France, donc de faire le pont culturel, technique, logistique. Et puis voilà, c'est la meilleure personne aussi qui va pouvoir s'adapter localement pour recruter les bonnes personnes, les évaluer, les aider à se former, les accompagner. Après, pour faire du commerce aux États-Unis, il faut être américain. Donc, c'est pas le dirigeant français qui va faire le VRP. Ça marche pas, hein. Il faut pas avoir un accent français. Enfin, en tout cas, dans l'industrie, Oui, ça reste assez conservateur. Donc, il faut prendre surtout des si c'est travaux Américains. publics ou construction ou des choses comme ça, où j'imagine que ouais. Et d'ailleurs, en parlant de l'industrie, est-ce que tu disais tout à l'heure qu'originellement, c'était les travaux publics qui étaient votre 1er, secteur applicatif et après tu as dit que c'était maintenant une part minoritaire. Donc quels sont maintenant les principaux secteurs applicatifs de la solution Blackster? Alors, aux 2 tiers, c'est la logistique avec des chariots élévateurs, en fait. On équipe avec Blackster des chariots élévateurs qui sont utilisés dans des usines. Donc les usines, elles sont dans le food and beverage, elles sont dans la sidérurgie, elles sont dans l'agro, dans tout un tas de secteurs qui utilisent du chariot élévateur pour leur logistique interne, donc pour déplacer de la matière à l'intérieur des usines ou pour gérer des centres logistiques, des centres de livraison. Donc ça, c'est les 2 tiers de nos ventes. Et un tiers de nos ventes se fait sur des engins de construction. Mais même sur ce tiers-là, ce sont des engins de construction utilisés essentiellement dans le domaine du recyclage, le recyclage des déchets. Donc pas forcément dans de la construction d'infrastructures. Donc finalement, la portion de nos ventes qui se réalise dans la construction d'infrastructures ou construction routière, ça doit peser 5% de nos ventes. C'est devenu ultra minoritaire maintenant dans notre Est-ce que c'est une volonté de votre part ou est-ce que c'est la taille du marché est beaucoup moindre que la taille, des chariots élévateurs et des centres de recyclage? Oui, la taille du marché est vraiment beaucoup plus petite, hein, d'une part, et d'autre part, c'est des marchés un peu compliqués parce que les budgets sécurité ils sont plus faibles que dans l'industrie. Dans l'industrie, si tu travailles avec des grands groupes, en fait, notamment les grands groupes internationaux, la question de la sécurité, elle est centrale. On ne négocie pas sur la sécurité, on ne fait pas des économies sur le dos de la sécurité. Il y a un enjeu de responsabilité déjà des dirigeants, il y a un enjeu de recrutement et un enjeu de productivité. Donc les grands groupes industriels sont très sérieux avec la sécurité, donc vendre un Blackster qui coûte aujourd'hui en gros 4 000 € sur un chariot élévateur qui lui vaut 25 000 €, 30 000 €, ça pose pas de problème dans l'industrie. Dans le secteur des travaux publics, la machine, elle vaut 200, 300, 400 000 €. Le Blackster, il vaut toujours que 4 000 €. Donc on voit que c'est plus petit finalement en proportion du prix de la machine, mais il y a moins l'habitude de dépenser pour la sécurité. C'est moins dans les mœurs, c'est moins évident. Ça, c'est une raison. Et l'autre raison, c'est que dans les travaux publics, tout est basé sur des projets. C'est-à-dire qu'on va construire un pont, le chantier va durer 4 ans, et puis après, on revend les machines. Donc c'est difficile de rester dans la durée dans cette industrie-là. Dans les succès que nous avons dans le secteur des travaux publics et de la construction, en fait, c'est les succès que nous avons avec des chefs de chantier. Donc il y a des gens chez Bouygues, il y a des gens chez Vinci qui sont des fans du Blackster, chez Balfour Beatty aussi en Grande-Bretagne. Et ces gens-là, ils se disent qu'à chaque fois qu'ils vont faire un chantier, ils vont prendre du Blackster parce qu'ils savent que s'ils mettent du Blackster sur leur chantier, ils sont tranquilles. Ils n'auront pas à se préoccuper de la question de la sécurité des piétons parce que la technologie permet d'amener vraiment un très bon niveau de prévention. Donc voilà, donc là, c'est une modalité de vente qui est un peu particulière, qui est basée sur les relations qu'on a avec ces chefs de chantier. Du coup, les prescripteurs, c'est les utilisateurs finaux, c'est pas les fabricants ou les loueurs d'engins, que ça soit les chariots élévateurs ou les engins de chantier? Ou c'est un peu un mix des 2? Non, non, c'est à 100% ce que tu dis. C'est vraiment l'utilisateur final qui est le prescripteur parce que c'est lui qui a le problème de sécurité, en fait. C'est-à-dire, si quelqu'un se fait écraser dans une usine par un chariot élévateur, c'est le directeur d'usine qui est pénalement responsable, c'est l'entreprise qui va devoir payer des indemnités, qui a un problème de production, la production arrêtée pendant l'enquête, etc. Donc les gens qui ont la motivation à acheter du Blackster, c'est vraiment les gens qui exploitent l'usine et exploitent le chariot élévateur ou l'engin de construction. Et donc les constructeurs de ces engins, donc les grandes marques qui font des chariots élévateurs dans le monde ou des engins de construction, ils sont relativement suiveurs
leaders sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec eux parce qu'ils voient bien que leurs clients sont demandeurs de Blackster. Donc on a des partenariats pour du montage d'usine du Blackster avec par exemple Liebherr, qui est un des leaders des engins de construction, ou avec Jung Heinrich, qui est le numéro 3 mondial des chariots élévateurs. Donc là, on est monté d'usine chez ces gens-là. Donc un client de Jung Heinrich peut cocher la case Blackster lorsqu'il achète un chariot et ça sera monté d'usine et livré n'importe où dans le monde. Mais c'est arrivé, voilà, une fois qu'on avait construit notre notoriété auprès des clients de Jung Heinrich notamment. Ça veut dire que de notre côté, on doit absolument faire tout le travail d'évangélisation en amont pour créer la réputation du produit, pour montrer qu'il existe une solution de prévention des accidents basée sur l'intelligence artificielle. Et après, une fois qu'on a fait ce travail de conviction, les constructeurs suivent derrière. Et donc, c'est à la fois un plus et un moins, c'est-à-dire que c'est une charge financière et du temps pour y arriver. Mais par contre, ça veut dire qu'une fois qu'on a fait sa place et que la réputation du produit est établie, on est là pour longtemps parce que c'est des circuits très compliqués. C'est quand même difficile de rentrer, d'être monté d'usine chez Liebherr. C'est difficile de convaincre un grand groupe comme Faurecia, par exemple, qui généralise le Blackster. Mais une fois que voilà qu'on a convaincu ces gens-là, je dis pas qu'on est inamovible, mais ça va être difficile pour la petite start-up qui débarque avec une caméra en plastique de venir nous concurrencer. Ouais, ça vous donne une longueur d'avance qui est quand même difficilement rattrapable pour les autres, quoi. Si en plus ils se lancent après vous. Exactement, oui. Et ça, c'est aussi lié aux barrières technologiques. On pourra en parler, mais l'intelligence artificielle, c'est un mot très commun maintenant, etc. Mais pour avoir la performance attendue d'un objet qui est censé faire de la sécurité, on ne peut pas juste mettre un petit algorithme gratuit disponible sur Internet qui détecte des chatons, quoi. Ça ne marche pas. On attend d'un Blackster qui détecte à coup sûr tous les piétons qui sont dans le champ de vision de la caméra et qui n'y ait pas de fausse alarme. On s'autorise une fausse alarme par jour. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai que le terme intelligence artificielle, quand on parle avec beaucoup de gens dans l'industrie qui s'y connaissent un peu, ils disent souvent que c'est un terme un peu galvaudé et qu'on voit un peu de l'IA à toutes les sauces. Toi, est-ce que du coup, tu disais que tu mettais beaucoup dans la R&D, ça veut dire que vous améliorez votre code source très régulièrement pour qu'il soit de plus en plus performant. Comment est-ce que tu t'approches de ce terme d'IA et comment vous le traitez chez Arcure en termes d'innovation? Alors, l'IA qu'on a chez Arcure, c'est du machine learning, donc c'est des choses assez classiques. Avec notre dernière implémentation, c'est du deep learning même. Donc, c'est des algorithmes bon, voilà, qui sont assez connus pour ça. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit quelle performance on atteignait et quels moyens on mettait en œuvre. Donc, pour faire un objet qui détecte efficacement les piétons, c'est-à-dire avec un bon taux de détection et un faible taux de fausse alarme, ça veut dire les bons algos, d'une part, d'autre part, le bon hardware pour avoir la puissance de calcul pour faire du temps réel, et troisièmement, une base de données d'apprentissage qui est de taille suffisante et qui est constituée correctement. Donc c'est la somme de ces trois choses-là qui fait la performance du Blackster et qui fait la barrière à l'entrée. Donc si on arrive et qu'on n'a pas le bon hardware, on ne va pas avoir la performance nécessaire pour détecter en temps voulu, ou alors on n'aura pas la robustesse pour supporter les environnements vibratoires et les chocs qu'il y a sur ce genre de machine. Donc la partie hardware est très importante. Si on n'a pas les bons algos, on n'a pas la bonne performance de détection non plus. Toujours le trade-off taux de détection, taux de fausse alarme. Et enfin, un algorithme d'intelligence artificielle, notamment en deep learning, il est basé sur de l'apprentissage. Et donc, si on n'a pas les bases de données d'apprentissage, en fait, on va avoir une performance qui arrivera jamais au standard attendu. Et nous, le standard attendu, voilà, comme je disais, c'est détecter à coup sûr tous les piétons qui se présentent et avoir une fausse alarme par jour au maximum. Et donc ça, si on n'a pas la base de données que nous avons construite au fil des années, qui a coûté plusieurs millions d'euros, avec des millions d'exemples de piétons qui sont identifiés sur des sites industriels, qui ont les habits d'un ouvrier sur un chantier ou dans une usine. Toute cette base de données dans laquelle il y a beaucoup de savoir-faire pour la constituer, pour la labelliser, c'est un asset énorme. Et donc quelqu'un qui débarque aujourd'hui, qui part de la feuille blanche ou qui part avec une base de données de piétons pris dans la rue, il ne va pas détecter les piétons sur les chantiers parce que les intelligences artificielles, elles sont ultra spécialisées en fait. Donc, si vous n'avez pas la bonne base de données, on n'arrive jamais à avoir la performance attendue. On va avoir une certaine performance, donc on va détecter les piétons dans une salle de réunion pour un démonstrateur, mais quand on va monter le produit sur un chariot élévateur, soit il va très mal détecter et c'est très dangereux,
soit il va avoir une fausse alarme toutes les 2 minutes, ou toutes les 30 secondes, ou toutes les 5 secondes. Ah oui, Et là, c'est un c'est cauchemar. embêtant. Et on voit que le ratio, en fait, pour passer de une fausse alarme par heure à déjà une fausse alarme par jour, déjà, c'est énorme sur la taille de la base de données. Et en fait, on voit que c'est des coefficients à chaque fois. Donc, en fait, un algo qui a pas la bonne base de données, c'est très facile d'arriver à une fausse alarme toutes les 5 secondes, hein. C'est des choses qu'on voit. Nous, on voit les solutions concurrentes, on les achète toutes, en fait, hein. Donc, on a une bonne vision du panorama concurrentiel. Donc, on achète les solutions et puis on teste et puis on voit que, ouais, oui, ouais, il y a une fausse alarme toutes les 5 secondes, donc c'est même pas la peine. C'est-à-dire que le gap à franchir pour avoir un produit vraiment efficace, c'est plusieurs années de R&D dans ce cas-là. Donc, on n'en parle même pas. C'est ça l'enjeu, c'est de maintenir la distance parce que en fait, on voit que on est en train, nous, de créer un marché. C'est quand on est parti, il n'y avait pas de solution, vraiment. Maintenant, il en existe une. Pour l'instant, il n'y en a qu'une seule. Comme c'est visible, bah, il y a d'autres gens qui essaient de rentrer. Ces gens-là, bon, ben, s'ils ont sous-estimé la charge de travail nécessaire pour faire un produit efficace, ils vont pas nous faire de l'ombre, je dirais, sur les volumes, mais ils peuvent faire du marketing qui nous fait perdre du temps. Donc ça, c'est un risque d'une part. Et ensuite, bon, il peut toujours y avoir quand même un très gros qui arrive, qui met des moyens énormes et qui arrive avec une solution sérieuse. Ça peut arriver un jour. Donc l'enjeu pour une société comme la nôtre, c'est d'aller suffisamment vite pour que ce risque ne se présente jamais. Et c'est pour ça qu'on a levé des fonds en private equity, c'est pour ça qu'on est rentré en bourse, parce que dans un domaine technologique comme le nôtre où les choses vont relativement vite, si on était uniquement autofinancé, on aurait une croissance beaucoup plus lente et on serait beaucoup plus vulnérable face à un grand groupe qui voudrait arriver et nous concurrencer. Là, l'avantage, c'est qu'on a mis beaucoup d'argent sur la table pour avoir toujours le meilleur produit et avoir une avance très significative. Ce qui fait qu'un grand groupe industriel qui se dit, moi, je vais faire un concurrent du Blackster, il étudie la question pendant quelques mois et très rapidement, il se dit, ah ben non, c'est pas possible. Je ne saurais pas monter la base de données, je ne saurais pas créer le hardware qui va bien au prix où le Blackster est vendu. Donc voilà, très rapidement, ça décourage les gens. Donc c'est ça notre travail, c'est ça. Pour rester leader sur notre marché, c'est d'avoir toujours le meilleur produit et toujours une avance technologique. Et du coup, justement, tu parlais de votre travail. Donc, c'est quoi les projets d'Arcure et pour Blackster pour les prochains mois, prochaines années? Est-ce que, je sais pas, il est prévu d'ouvrir de nouveaux bureaux dans d'autres pays, de développer peut-être d'autres technos? Oui, on a toute une feuille de route, hein. Donc sur le déploiement géographique, pour l'instant, on ne cherche pas à aller ailleurs que les pays de l'OCDE, hein. C'est là où on est aujourd'hui. Il y a un potentiel de croissance énorme sur les territoires États-Unis, Europe. Bon, voilà, on est un peu présent en Asie, plutôt avec des partenaires. Donc en termes de déploiement géographique, on va densifier plutôt, hein. C'est-à-dire que là, je disais qu'on avait une équipe de 8 aux États-Unis, bah, peut-être que dans 3 ans, ça sera 20 ou 25 personnes. J'en sais rien en fait, hein. On fait au fur et à mesure où on est capable de les payer, hein, voilà, tout simplement, en bon entrepreneur. Et ensuite, il y a la feuille de route technique. Alors celle-là, elle est vraiment intéressante parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le domaine de l'intelligence artificielle, que ce soit côté technologie ou côté client. Donc, on a bien sûr une feuille de route Blackster, qui est la feuille de route principale aujourd'hui, avec le lancement en 2022 d'une nouvelle génération du Blackster, voilà, qui va encore améliorer la performance, la disponibilité du produit. Voilà, donc nous, on sort des nouvelles versions tous les 4 ans à peu près, hein, voilà. Donc là, il y aura une nouvelle version qui nous mettra encore plus à l'abri de toute concurrence, qui sortira bientôt. Donc ça a été c'est des données publiques, hein, que je vous donne, hein, donc puisqu'on est en bourse, je ne peux pas donner de scoop, c'est pas du tout l'endroit. Mais donc ça, c'est la feuille de route Blackster. Et en parallèle de ça, donc, on a une feuille de route pour utiliser nos technologies sur des nouvelles applications. Donc ça, c'est le savoir-faire à la fois en intelligence artificielle et en stéréovision, hein. Donc la stéréovision, c'est le fait d'avoir des caméras avec 2 yeux, hein, pour faire simple, qui permet de faire de la vision 3D. Donc, et dans l'industrie, c'est très utile. Et donc ce savoir-faire qui combine la 3D et l'intelligence artificielle, on le nomme Omega, hein, dans nos gammes de produits, hein. Donc c'est une gamme de produits qui s'appelle Omega, qui pour l'instant fait à peine 8% de notre chiffre d'affaires, donc ça reste minoritaire, mais qui offre des possibilités à tous les fabricants d'engins, que ce soit des véhicules industriels ou des robots, pour amener de l'intelligence artificielle dans leurs applications. Alors,
l'application évidente pour laquelle il se passe beaucoup de choses en ce moment, c'est l'agriculture, où on va avoir de plus en plus de robots agricoles qui ont besoin d'intelligence artificielle et de capteurs 3D très robustes à la poussière, à la pluie, aux conditions externes un peu extrêmes. Et donc là, la technologie Omega, donc qui est la technologie qui est dérivée du Blackster, hein, elle permet de répondre à beaucoup d'applications agricoles qui se présentent dans les années qui viennent. Donc on va petit à petit développer notre offre Omega pour servir ces clients du secteur agricole, donc des gens qui voudraient faire des tracteurs autonomes, des robots agricoles pour faire du picking ou pour faire du binage automatique, pour faire voilà, tout type d'objets autonomes dans le secteur agricole. C'est une tendance de fond qui va se déployer dans les 5-10 ans qui viennent, hein, qui va être massive hein, en fait, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans l'agricole et les exploitants ne savent pas y faire face aujourd'hui. Il n'y a aucune solution. Et deuxièmement, on va vouloir réduire les intrants petit à petit dans l'agriculture. Et donc la mécanisation, c'est une façon de réduire la chimie. Par exemple, si vous voulez arrêter de désherber, ben vous allez enlever mécaniquement les herbes. Et donc c'est le binage automatique, hein. Donc c'est des choses qu'on va voir de plus en plus dans l'agriculture. Et donc petit à petit, voilà, on va voir des robots agricoles débarquer, soit opérés par des grands groupes, les John Deere et compagnie, soit des nouvelles boîtes qui vont émerger et qui vont faire des choses très spécialisées, très performantes. Aujourd'hui, avec la gamme Omega, on est déjà en discussion avec pas mal de ces acteurs au niveau mondial pour fournir le capteur intelligent de ces futurs véhicules autonomes. Et donc, moi, j'anticipe que dans les 5 ans, ça va grandir dans notre portefeuille et ça va devenir une part importante de notre chiffre d'affaires. C'est super intéressant, c'est vrai qu'on entend souvent parler de tout ce qui est véhicule autonome, bah, pour l'agriculture aussi et de voir que ça s'accélère, c'est quand même intéressant. Et à quel horizon tu penses que ça va arriver, ces véhicules? Est-ce que c'est à court terme ou c'est? C'est du moyen terme, hein, je dirais, c'est pas pour 2022, hein, clairement, on a John Deere qui a annoncé, il y a un peu moins d'un mois, la sortie d'un tracteur autonome, hein. Donc c'est du concret, hein, c'est-à-dire qu'il est déjà à vendre, hein, donc il y a des choses qui se font quand même. Maintenant, la question c'est, quelles sont les fonctionnalités disponibles sur cette première version? Voilà, est-ce que ça fait beaucoup de choses ou est-ce que ça permet juste de soulager, les tâches de l'agriculteur de 10? Donc, en fait, l'IA offre des possibilités. Et maintenant, c'est petit à petit aux opérateurs, aux exploitants, aux fabricants de machines de les déployer sur le terrain, petit à petit. Donc, ça ne va pas se faire instantanément. Je pense que ça va venir au cours des 5 ans qui viennent. C'est-à-dire que le panorama agricole dans 5 ans va être vraiment changé. Ça va vraiment être modifié. Mais voilà, pour nous, c'est un horizon moyen terme. C'est-à-dire qu'on pense que ça va peser vraiment lourd dans notre chiffre d'affaires à l'horizon de 3 ans, quelque chose comme ça. Voilà, pas... Ce qui va être un petit peu le driver de ça en 2022-2023, ça va être toutes les preuves de concept qu'on va pouvoir déployer avec ces différents fabricants de machines. Voilà, pour nous, c'est ça qui va être important. On n'attend pas spécialement du chiffre d'affaires de ces lignes de produits-là en 2022. Par contre, on attend la conclusion d'accords ou de partenariats pour la R&D ou pour le développement de nouvelles gammes dans ces domaines-là sur les 2 années qui viennent. Et ça va être le driver après d'une future croissance beaucoup plus importante. Franck, on arrive au terme de l'entretien. Pour conclure notre entretien, on a l'habitude de poser une dernière question à nos invités. Si tu avais un conseil ou un piège à inviter, à donner à quelqu'un qui souhaiterait entreprendre mais qui ne sait pas trop comment commencer, quel serait ce conseil ou ce piège à éviter, selon toi? Alors bon, il y en a beaucoup. Déjà, bon, il faut en avoir l'envie, hein, on ne va pas se forcer à être entrepreneur et il faut entreprendre dans un domaine qui nous plaît et qu'on connaît un peu. Je pense que c'est vraiment les 2 critères qui doivent être importants. Donc un domaine qui plaise parce qu'après on va quand même y passer, toute sa vie, hein, enfin en tout cas tout son temps éveillé puisque une fois qu'on est lancé, on se bat jusqu'au bout pour, faire grandir la boîte, la faire survivre dans certaines étapes et cetera. Donc il faut que ça plaise et il faut connaître. Alors pour connaître, moi je conseille quand même en général d'avoir un peu travaillé dans le domaine avant. Donc c'est quand même un peu risqué de se lancer en tant qu'entrepreneur sans avoir un peu travaillé avant.
autant, je dirais, se faire les dents dans une autre boîte, peut-être une petite boîte, peut-être une start-up, comme ça au moins on a beaucoup de liberté, on apprend énormément de choses. Ou à l'inverse, il y a l'autre école qui est de dire non, il faut apprendre dans un grand groupe parce qu'il est très structuré, parce qu'il y a des meilleures technologies, parce qu'on apprend ce que c'est que l'industrie, ce que c'est que la qualité, ce que c'est que le marketing, je ne sais pas. Donc voilà, pour moi, c'est les deux conseils. C'est entreprendre dans un domaine qu'on aime et entreprendre dans un domaine qu'on connaît. Et pour connaître, il faut avoir, allez, disons, au moins 3 ans d'expérience avant de se lancer. Comme ça, on est quand même un peu plus sûr de ses bases. Je trouve que c'était un très bon conseil. Je te remercie beaucoup, Franck, et puis je te souhaite plein succès pour toi aux États-Unis, et puis de manière générale pour Arcure. Merci beaucoup. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi!